Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Amélie Walline, qui est ergothérapeute et cofondatrice de la méthode MALO. C'est un outil de stimulation cognitive qui est un peu particulier parce que c'est pour les aidants. Donc merci de participer à cet épisode. On va discuter de ce sujet. Avant de commencer, peut-être, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour. Je suis Amélie, donc du coup, je suis ergothérapeute et je suis également l'auteure du site Autonome à domicile et la cofondatrice de la méthode Malo. Du coup, Et je sais pas, alors, des- comment vous êtes arrivé là déjà? Alors peut-être pourquoi vous êtes devenu ergothérapeute et puis qu'est-ce qui vous amène à écrire enfin, il y a un livre, il y a un site internet, il y a une méthode. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je suis devenue ergothérapeute. J'ai toujours su que je voulais travailler dans la santé. C'est depuis toute petite. Je suis aussi j'ai été malheureusement très proche de ma grand-mère. Donc du coup, toute petite, je voulais devenir cardiologue, en fait, parce qu'elle avait des soucis de santé, je voulais la sauver. Puis bon, la vie faisant, je me suis rendu compte que je ne serais pas cardiologue, que je ne voulais pas être médecin. Et je me suis intéressée un peu à tous les métiers qui existaient dans la santé. J'ai découvert l'ergothérapie. Et j'ai découvert qu'avec l'ergothérapie, on peut faire beaucoup de choses pour les autres. Parce que l'ergothérapeute intervient vraiment pour la globalité de la personne. On aide la personne dans sa globalité, tous ses différents troubles. On aide à ce qu'elle reste autonome chez elle, on aide à ce qu'elle puisse avoir un travail, des loisirs. C'est vraiment global, ça m'a beaucoup plu. Donc du coup, je me suis orientée dans l'ergothérapie. J'ai d'abord commencé ma carrière en psychiatrie parce que je m'intéressais beaucoup à la santé mentale et au bien-être des personnes. Donc j'ai exercé en psychiatrie surtout au niveau de tout ce qui est psychotique, schizophrénie, dépression profonde. Et j'ai voulu déménager, j'ai exercé à Paris et j'ai cherché à déménager parce que mes grands-parents avaient besoin de moi. Donc du coup, j'ai voulu revenir dans le Nord. Et dans le Nord, je suis tombée sur un poste en équipe spécialisée Alzheimer qui m'a plu, puisque l'équipe spécialisée Alzheimer intervient au domicile de personnes qui ont une maladie d'Alzheimer légère ou modérée pour faire de la stimulation cognitive, pour faire un état des lieux, un bilan sur quels sont les besoins, quels sont les troubles, pour faire aussi du relais, pour proposer différentes solutions à la personne malade et à ses aidants. Et c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, donc j'ai travaillé en équipe spécialisée Alzheimer. Comment j'en suis arrivée à créer la méthode Malo? Alors là, c'est aussi toute une histoire. J'ai une amie qui avait un proche atteint de la maladie d'Alzheimer et son proche ne voulait pas recevoir de soins, pas du tout, parce que pour lui, il n'était pas malade. Et elle était un peu désespérée parce qu'elle voyait que la maladie avançait vite. Et comme je suis dans la profession, en plus j'avais suivi une formation spécifique sur la stimulation cognitive en supplément de mon parcours d'ergo, elle m'a demandé conseil, donc j'ai créé pour elle des petites activités de stimulation cognitive à utiliser avec son grand-père. Malheureusement, son grand-père est décédé depuis, donc on s'est arrêté là et on a continué chacune de notre côté. Puis en 2015, j'ai eu un gros accident, j'ai été dans le coma pendant 2 jours, impossibilité de travailler pendant 2 ans. Et du coup, comme c'était très difficile pour moi de ne rien faire, on a eu l'idée d'utiliser les exercices qu'on avait fait, les ateliers, les activités qu'on avait fait pour son grand-père pour les mettre au profit d'un plus grand nombre de personnes. Donc, un peu avant ça, en 2014, j'avais créé le site Autonome à domicile pour partager mes connaissances d'ergothérapeute avec un maximum d'aidants, puisque dans mon activité d'ergothérapeute en équipe spécialisée Alzheimer, je me rendais bien compte que les aidants avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions et que les aidants ne savaient pas forcément à qui poser ces questions, parce qu'il y a des questions, on n'ose pas forcément les poser à son médecin, soit parce que c'est intime, ou soit parce qu'on a peur de le déranger, ou parce que les consultations sont trop courtes pour en arriver à ces questions, à ces questionnements-là.
Donc, du coup, les aidants avaient beaucoup de questions. Et il y avait aussi la difficulté, après la prise en soin en équipe spécialisée Alzheimer, de trouver un relais pour la stimulation cognitive pour ces personnes-là. Parce que concrètement, les relais, c'était de leur prescrire, enfin, demander à ce que leur médecin prescrive de l'orthophonie, mais les orthophonistes n'étaient pas forcément disponibles très rapidement, donc du coup, il y avait des grosses listes d'attente. Il y avait aussi tout ce qui était accueil de jour, avec des personnes qui n'ont pas forcément les capacités de se déplacer, pas envie de se déplacer, surtout pas envie de se retrouver en groupe finalement avec d'autres malades alors que eux ne sont pas malades. Donc du coup, Avec des vieux. ouais, voilà, c'est ça, avec des vieux fous en plus, parce qu'on parle de maladie d'Alzheimer. Et quand on parle à ces personnes-là, c'est vraiment, ils avaient peur de se retrouver avec des fous. Donc du coup, j'avais pas trop de relais. J'étais dans un moment en plus là de ma vie où j'avais un creux. Et donc du coup, on s'est lancé dans la création de la méthode Malo, moi pour tout ce qui est création des activités. Nali qui était aidante plus dans la simplification en fait de la méthode pour faire en sorte que les aidants puissent utiliser la méthode le plus facilement possible, puissent comprendre des activités, puissent comprendre comment aborder la situation pour que vraiment ce soit le plus simple possible pour eux. Voilà, un peu le parcours pour en arriver à la méthode Malo. Ok. C'est intéressant parce que souvent, en fait, ça part de quelque chose, de choses vraiment très personnelles. Et, euh, et ça, voilà, ça illustre, enfin voilà, le parcours, qu'il y a toute une logique et un sens derrière, et c'est super intéressant. Alors, pour résumer, la méthode Malo, en fait, c'est quoi? Alors la méthode Malo, c'est un outil de stimulation cognitive qui est destiné aux aidants. En fait, les aidants vont stimuler leurs proches à travers des activités de stimulation cognitive, donc 4 activités par semaine, une pour la mémoire, une pour l'attention, une pour le langage et une pour l'orientation temporo-spatiale, à raison d'à peu près 40 minutes par semaine. Donc l'idée, c'est vraiment qu'ils se retrouvent face à un outil qui est simple à utiliser parce que l'aidant n'a pas forcément le temps de suivre des formations supplémentaires. L'aidant est déjà stressé et angoissé et il a besoin d'être rassuré, de savoir qu'il fait bien les choses. Ça permet aussi à l'aidant et à l'aider de passer un moment ensemble. Toutes les semaines, ils passent 40 minutes ensemble et ça permet aussi de renouer le lien et la conversation entre eux. Ça, c'est intéressant. Comment vous avez fait pour que justement ce soit pas considéré comme un soin ou quelque chose de, un peu comme une contrainte, un peu comme un... Parce que la stimulation, ça fait penser à un soin, presque à un devoir, en fait. Et comment on rend le truc fun et ludique pour que ce soit un moment, garantir que, enfin, s'assurer que ce soit un moment de plaisir. Alors déjà, je conseille, les aidants ont accès à des vidéos et peuvent me contacter s'ils ont des questions. Je leur conseille toujours de ne pas parler de soins quand ils abordent leurs proches, de toute façon, parce qu'eux-mêmes ne sont pas soignants, donc du coup, on ne peut pas dire qu'ils font du soin, mais plutôt d'aborder l'activité comme un jeu. On va faire un jeu ensemble. Ah, j'ai trouvé là ces petits jeux qu'on peut faire ensemble. Ah, on va passer un bon moment, toi et moi, on peut faire ça tous les semaines si tu veux. Et après, Mm. la méthode Malo en elle-même, dedans, ce sont des jeux, vraiment. Le but est que ce soit ludique. Donc, c'est un peu comme les cahiers de jeux qu'on peut retrouver pour nous sur la plage avec des C'est à ça que labyrinthes, je des mots pense. croisés, des sudoku, mais simplifiés pour des personnes qui ont des troubles cognitifs. Ouais. Parce que je pensais à ça, en fait. C'est le mot croisé du programme télé ou du journal, ou voilà. Mais en même temps, du coup, il peut y avoir aussi cette mise en échec, en fait, de dire que peut-être c'est trop dur et que du coup, c'est pas intéressant, quoi. Bah, dans la méthode Malo, il y a 3 niveaux de difficulté, justement pour s'adapter aux capacités de chacun, donc de la maladie légère, voire même pas de maladie, hein, parce qu'on a aussi beaucoup de personnes âgées qui ont besoin de stimulation cognitive parce qu'elles sortent plus chez elles et que leur seule stimulation, c'est la télévision et les programmes qu'elles ont déjà vus 4 ou 5 fois. Donc pour s'adapter de ces personnes-là aux personnes qui sont à un stade modéré de la maladie d'Alzheimer, et l'aidant est accompagné pour choisir le niveau comme il faut et surtout pour jamais mettre en échec la personne âgée. Pour chaque séance, ils ont un guide de l'aidant. Donc du coup, dans le guide de l'aidant, je donne des conseils, des indices et des stratégies qu'ils peuvent donner à leurs proches pour que leurs proches réussissent l'activité, même s'il est en difficulté, et pour Mm. pas qu'il ait la sensation que c'est son aidant qui a tout fait pour lui, pour l'aider à trouver la réponse, pour pas que
Parce que souvent, c'est le risque. Quand on voit que la personne est en difficulté, on finit l'exercice pour elle, mais ça n'enlève rien au sentiment d'échec de la personne. Donc le but, c'est vraiment de faire en sorte que ça reste un moment ludique, sans mise en échec, et au contraire avec une valorisation des réussites. Ouais. Et c'est vrai que ça paraît évident. Et pourtant, surtout quand on pense à l'aidant qui connaît la personne depuis longtemps, qui connaît pas bien, qui comprend pas bien la maladie, en fait, ou qui a du mal à avoir le recul parce qu'il est là tout le temps, toute la journée, qui a aussi toute cette charge un peu émotionnelle autour de ça. C'est vrai qu'en fait, je me dis, il y a des choses pour aider les aidants, mais à ce niveau-là, en fait, il n'y a rien. Souvent, on va avoir des temps d'échange, d'explication de la maladie, mais c'est vrai que sur comment stimuler, c'est ça qui, moi, qui m'a intéressé, c'est qu'en fait, je connais rien d'autre, en fait. Oui, c'est un domaine pour lequel les personnes se retrouvent beaucoup en difficulté parce que ce soit pour une maladie d'Alzheimer ou n'importe quelle autre maladie, l'aidant veut aider la personne soit à guérir. Là, dans le cas de ces troubles-là, c'est pas possible de guérir, mais stabiliser. Et ils Mm. savent pas vers qui se tourner pour avoir ces informations-là. C'est pas évident. Surtout que ben, maintenant, dans le système de santé, ça devient de plus en plus difficile d'avoir accès à des professionnels en libéral. Et du coup, c'est vrai que Ouais. toutes ces questions-là, elles se retrouvent un peu sans réponse. Et l'aidant, en plus, n'a pas forcément le temps de chercher, de passer des heures sur Internet ou dans les forums pour trouver la personne qui pourra leur Ouais. donner la réponse. Et puis encore, faut-il être à l'aise avec Internet. Et puis si on veut que ce soit bien ludique et utiliser un support qui, voilà, c'est papier, encore faut-il pouvoir imprimer. En fait, tout est galère, quoi. Et ce qui fait qu'il va pas se passer grand-chose. Euh, je me dis, je pense, alors moi, par exemple, les personnes âgées que je connais, des grands-parents, tout ça, je me dis, mais comment on fait pour amener justement, je vois l'image sur le site et tout ça, c'est vrai que ça a l'air ludique, c'est incarné, c'est sympa, c'est bien fait, mais comment on amène la motivation? Parce qu'en fait, souvent les gens disent, ouais, ok, mais c'est pas ça que j'ai envie de faire. Et un peu, laisse-moi tranquille avec ton truc. C'est quoi? Est-ce qu'il y a des astuces? Est-ce qu'il y a un petit secret pour comment j'amène pour donner l'envie d'avoir envie? Alors, ça dépend du caractère de la personne, tout simplement. Et Ouais. aussi de sa conscience des troubles ou non. Si c'est une personne qui a conscience d'avoir des troubles parce qu'elle est en tout début de maladie et que ça lui fait très peur, bon, bah là, c'est facile. Tiens, j'ai trouvé ça, c'est une solution, ça marche, c'est fait par une professionnelle, on va le faire ensemble, on va réduire tes troubles ou on va les stabiliser. Bon, voilà, ça, c'est facile. Si c'est une personne qui n'a pas conscience des troubles, ben, le présenter comme un jeu, dire ah tiens voilà un jeu, oh tu me dis souvent que tu t'ennuies, ah bah tiens on peut faire ça, tu verras ça va faire passer le temps, on va passer un bon moment ensemble. Ou alors tout simplement jouer sur l'affect. Les personnes âgées se sentent souvent seules, malheureusement elles se sentent souvent isolées, et de lui dire ah bah tiens je vais venir 40 minutes en plus toutes les semaines avec toi, on va faire les petites activités de ce carnet et puis on prendra un café après ça. Bon, bah voilà, si la personne âgée, elle sait qu'elle aura le droit à 40 minutes de plus et un petit café à partager à deux, en général, Oui. elle se laisse porter. Et si elle se laisse porter pour la première séance, si elle se laisse porter pour la deuxième séance, après, c'est un petit côté addictif et souvent, justement, les aidants me disent, mais on n'en veut plus, elle voudrait faire ça tout le temps, à chaque fois que je viens, elle a préparé son petit cahier et elle m'attend. Donc voilà, il Ouais, c'est faut réussir à intéressant. passer le cap. Mais c'est là où il faut vraiment percevoir qu'en fait, ça va être un outil d'échange au-delà de ça. Et que c'est un moyen d'entrer en communication, en échange, qu'en même temps, on boit un café, on fait un truc, on discute peut-être d'autres choses et puis on revient. Et ça, en même temps, ça demande, c'est pas tant de la formation, mais ça demande quand même d'avoir cette vision-là, d'avoir ce recul-là sur le fait qu'à la fois, bah voilà, va pas falloir mettre la pression, il faut l'amener vraiment d'un côté ludique. Et j'imagine, enfin, par rapport à des aidants qu'on peut croiser, il y a souvent aussi cette notion un peu où l'aidant, il veut bien faire et il met un peu la pression. Et je me dis, sur un sujet comme ça, ce serait un peu contre-productif. C'est un peu, c'est un peu le même sujet avec les enfants, c'est un peu les devoirs. Si on met la pression, bah, ça devient un moment un peu calvaire, tandis que si on arrive à amener les choses d'une manière ludique pour que ce soit spontané et qu'on passe un bon moment, bah là, on a tout gagné, quoi. Ouais, voilà, bah, je leur dis souvent aux aidants, avant que justement ils commencent la méthode Malo, je leur dis,
c'est pas des devoirs. Votre proche, c'est pas votre enfant, il va pas à l'école, c'est pas des devoirs. Et surtout, bah, c'est pas une punition parce qu'il est malade. Il faut que ce soit un moment agréable pour lui, parce que pour que ce soit efficace, il faut qu'il l'utilise pendant longtemps, hein, il faut que ce soit régulier. S'il Ouais. est pressé avant de commencer la séance, au bout de 3 semaines, il va dire non, non, je suis trop fatigué, j'ai pas envie de le faire, et c'est fini, ça servira à rien. Donc, le but, c'est vraiment qu'il passe un bon moment. Tant pis si la première fois, la deuxième fois, il l'utilise pas tout à fait comme il faut. Le principe, c'est qu'il faut qu'il passe un bon moment et que voilà, il se sente pas puni parce qu'il est malade de devoir faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Ouais, ou un soin un peu moins agréable. Je prends l'exemple, par exemple, je fais le parallèle avec les kinés. Bon, ben, aller faire en établissement l'aller-retour du couloir ou un truc comme ça, où en fait c'est chiant, quoi. Tandis que si c'est un moment où on discute, on rigole, on machin, on en profite pour aller à un endroit sympa, bah ça change tout. Oui, voilà. Bah, par exemple, pour la kiné, où, ah bah allez, Madame Machin, on va aller jusqu'à la cuisine voir si on peut pas attraper un petit gâteau, ou ah, on va aller voir si vous avez du courrier, hein, ou on va aller bah, jusqu'à la Ah, salle exactement. d'animation pour voir ce qui s'y passe, pour aller écouter les gens qui chantent. Enfin, donner toujours une Ouais, c'est ça. motivation. Là, c'est pareil, la méthode Malo, c'est une motivation en elle-même parce que dedans, c'est des jeux ludiques. Donc, du coup, il y a toujours le côté de. Et surtout, c'est des activités qui changent toutes les semaines. C'est pas tous les semaines on fait le même labyrinthe, le même mot croisé, le Mhm. même... À chaque fois, c'est des consignes différentes. Donc, il y a aussi le côté ah bah viens, on va découvrir un peu ce qui nous est réservé aujourd'hui, quel est le nouveau jeu. Ouais. Non, c'est impressionnant niveau contenu. Alors j'ai noté, j'avais pas conscience que du coup c'est quand même, enfin, c'est pas nouveau en fait. Mais comment vous gérez le contenu pour que justement ça puisse changer tout le temps? Moi, j'ai beaucoup d'imagination. En fait, là, actuellement, on a 31 tomes qui sont faits. Je suis en train de travailler sur un deuxième. Les personnes commencent toujours par le premier. Et voilà, beaucoup d'imagination qui font que j'ai trouvé des activités qui stimulent la mémoire, la concentration, de façon différente et à chaque fois en utilisant des moyens différents. Finalement, tout est stimulant dans notre quotidien. N'importe quelle action stimule une fonction cognitive. Il faut juste repérer quelle fonction cognitive elle fait stimuler. Et c'est pareil pour tout ce qui est petit jeu papier-crayon. On peut prendre n'importe quel jeu, on trouvera toujours une fonction cognitive que ça fait travailler. Oui, à partir du moment où il y a de l'action, c'est que derrière il y a de la réflexion et qu'il se Voilà. passe des choses, quoi. Ok. Euh, Du coup, je reviens sur un sujet, c'était 40 minutes par semaine. Donc en 4 fois 10 minutes, ça me paraît pas beaucoup. Est-ce qu'il y a... Après, chacun fait ce qu'il veut et voilà, mais est-ce qu'il y a un minimum un peu mesuré pour avoir un intérêt? Est-ce qu'il n'y a pas de minimum? Le but, c'est de faire et puis voilà. Pourquoi 10 minutes? Pourquoi 40 minutes? Alors, c'est pas 4 fois 10 minutes, c'est une séance de 40 minutes. Parce que Ah, ok. l'idée, c'est de faire les 4 activités à la suite. C'est vraiment une séance qui se compose comme si un professionnel venait au domicile. Ok. Euh, C'est une séance de 40 Pourquoi? minutes par semaine. Voilà, c'est ça. Ah, j'avais mal compris. L'idée, c'est... Alors, on peut faire 2 séances par semaine, mais l'idée, c'est de ne pas faire beaucoup plus parce que les gens qui ont une maladie d'Alzheimer sont quand même des gens qui sont très fatigables. Et aussi, le but de la stimulation cognitive, c'est qu'elle soit utilisée longuement dans le temps. Il faut une certaine Mhm. régularité pour qu'elle soit efficace. À partir du moment où on va arrêter la stimulation cognitive, les troubles vont se remettre à évoluer à la même vitesse qu'ils le faisaient avant. Donc, du coup, si on lui fait faire tous les jours de la semaine sa séance de stimulation cognitive avec la méthode Malo, où j'ai beau changer les consignes et les jeux à chaque semaine, à chaque séance, bon, au bout d'un moment, ça va devenir redondant, quoi, s'ils font 7 séances par semaine. Et au bout de 3 mois, 4 mois, ils vont se dire, bon, bah, c'est bon, je pense que j'ai fait le tour, j'en ai assez, et ils vont s'arrêter et les troubles vont réévoluer. Tandis que Ouais. s'ils ne le font qu'une ou 2 fois par semaine, ils vont se lasser beaucoup moins rapidement, ils seront beaucoup moins fatigués aussi, parce que bah, si on fatigue trop la personne, elle ne voudra pas continuer dans le temps, mais en plus, bah, elle sera moins amenée à accepter de la stimulation par son quotidien. Le but, c'est pas uniquement qu'elle soit stimulée par la méthode Malo, c'est qu'elle soit stimulée de mille et une façons, qu'elle soit capable
participer pour faire le repas, par exemple, qu'elle participe un peu en cuisine, en épluchant les légumes, en écrasant la purée, ce genre de choses. Si on l'a épuisée à faire des séances de la méthode Malo tous les jours, plusieurs fois par jour, elle va plus le faire, ça. C'est pareil, il faut lui garder aussi du temps où elle est bien éveillée pour de la stimulation plus physique, pour l'amener à faire un petit tour, pour l'amener à faire un peu d'exercice. Donc voilà, une ou deux séances par semaine, c'est vraiment ce qui est préconisé au niveau stimulation cognitive, parce que sinon, il n'y a plus d'efficacité à cause de la fatigue et du désintérêt. Je comprends. Je comprends. Alors, avec le recul et voilà, ces années d'utilisation, là, déjà, est-ce que vous savez combien de personnes l'utilisent? Actuellement, là, en actif, on est à 500. Ouais, 500 quand personnes. même beaucoup, parce qu'en plus, les aidants, ils sont pas faciles à toucher. Ils Non, sont c'est ça, bien, ils sont dans la leur coin, ils sont difficulté. tranquilles. La difficulté qu'on a eue, c'est que les personnes nous découvrent via le site Autonome à domicile et les différents Ouais, conseils que je peux donner. Et le problème, c'est que souvent, quand ils posent les questions sur Internet, quand ils posent en tout cas ce genre de questions, la maladie est quand même déjà assez avancée. ouais. C'est pas le tout début des troubles. Et du coup, la stimulation cognitive a moins d'intérêt. Les troubles sont déjà assez avancés, donc ils restent pas abonnés très longtemps quand ils découvrent la maladie, quand ils découvrent la méthode tardivement. Après, il y a aussi la difficulté où malheureusement, quand on touche à tout ce qui est mémoire, il y a aussi beaucoup d'arnaques et de gourous, etc., qu'on peut trouver sur Internet. Donc, il y a aussi tout le problème de faire confiance et passer à l'action, de s'abonner à la Ouais. méthode et de se mettre à utiliser la méthode. Il y a aussi tout ce qui est en lien avec la peur de l'aidant, la peur de prendre et de mal faire, la peur de se faire envoyer balader par son proche. Enfin, il y a toute cette peur-là qu'il faut affronter. Donc, du coup, en général, quand il découvre la méthode, il passe pas tout de suite, je m'abonne, vas-y, je l'utilise dans la semaine. C'est tout un process où l'aidant a d'abord besoin d'être rassuré. Donc, du coup, j'ai été approchée par des équipes spécialisées Alzheimer, justement, qui cherchaient des relais à leur prise en soin et qui me demandaient s'ils pouvaient proposer la méthode Malo en relais. Du coup, bah oui, effectivement, c'est même intéressant. Et c'est vrai que j'ai réfléchi à ça et c'est beaucoup plus intéressant finalement si la méthode Malo est proposée par un professionnel que la personne connaît déjà, parce que déjà, ça apporte de la confiance en la méthode Malo. Bien sûr. Le professionnel recommande la méthode parce qu'il sait qu'elle est adaptée à la personne, donc du coup, les troubles ne sont pas encore trop avancés, etc. Et puis surtout, ben, souvent les professionnels ont accès à des gens assez tôt dans la maladie, même dès que le diagnostic est posé. Et donc du coup, ça leur permet de commencer la stimulation cognitive quand ils ont encore plein de capacités à conserver. Parce que c'est vrai que c'est pas un outil qui guérit, c'est un outil qui stabilise et qui ralentit l'avancée des troubles. Donc autant le faire quand on a encore un maximum de capacités à conserver que quand on n'a plus Mm. beaucoup de capacités. Bon, ben, on conserve ce qu'on a, mais il n'y a plus grand-chose, donc c'est Ouais, dommage. bien sûr. Et les retours d'expérience, ça donne quoi au niveau des utilisateurs? Est-ce qu'il y a il y a des témoignages régulièrement, des retours d'expérience ou juste des constats aussi qui peuvent être faits? Oui, ben, je suis beaucoup en lien avec tous les aidants. Ils peuvent m'appeler ou ils peuvent m'écrire par mail. Et souvent, ils m'envoient des retours sur leur expérience, souvent sur le fait qu'ils sont surpris parce que justement, ils pensaient que leurs proches n'aimeraient pas parce que ma mère aimait pas du tout l'école et au final, elle adore les activités de la méthode Malo alors que j'avais peur qu'elle prenne ça pour des devoirs. Et souvent, les gens sont surpris de voir à quel point leur proche devient un peu accro à ce moment-là, à la fois à ces petits jeux et aussi au moment qu'ils passent ensemble avec leur aidant. Après, j'ai été surprise au tout début où on a lancé la méthode Malo, c'est que moi, je suis ergothérapeute et je voyais le côté stimulation cognitive, stimulation cognitive, stimulation cognitive. Et j'avais pas du tout pensé à ce côté psychologique, maintien de la relation qui ressort beaucoup des témoignages des aidants, où beaucoup d'aidants me disent c'est génial, ça m'a permis de renouer du lien avec mon proche parce que ben j'allais le voir, mais je trouvais plus forcément quoi lui dire parce que ben il sort plus, donc il n'a plus rien à me dire, et quand je lui dis quelque chose, ben il l'oublie, donc la conversation elle est un peu tendue.
Donc, il y a beaucoup de gens qui me parlent de ça, du lien qui a été retrouvé avec leurs proches, à faire une activité agréable aussi ensemble, parce que souvent, l'aidant, quand il va voir son proche, bon, bah, je vais faire un peu de ménage par-ci. Ah, est-ce que tu as pensé à faire ça? Est-ce que tu as pris tes médicaments? Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ça? Et ça devient un peu un contrôleur des actions faites ou pas faites, un contrôleur des devoirs, plus qu'un enfant ou un conjoint avec qui on passe du temps agréable. Donc là, ça permet voilà, de refaire une activité ensemble, même si ça devient difficile de sortir ou de faire ci ou de faire ça. Ils ont ce moment à deux. Et aussi, beaucoup d'aidants m'ont écrit sur le fait que bah, ça leur a fait du bien à eux parce qu'ils se retrouvaient, il se retrouvait là face à un diagnostic qui fait peur, hein, quand on annonce que son proche est malade. On a déjà la sensation d'avoir perdu son proche, que c'est fini, d'être en deuil finalement, qu'il va nous oublier, et ça tourne et ça tourne et ça tourne dans la tête. L'aidant a peur de mal faire, de pas savoir quoi faire, voilà, l'aidant se sent complètement seul parce qu'il ne sait pas à qui poser ses questions, parce que c'est difficile actuellement de trouver des personnes à qui poser ces questions. Et aussi parce que ben, parfois, leur aidé, c'était leur confident à qui ils racontaient tous les gros pépins de leur vie. Et là, bon, ben, à moins de manquer de tact, ils peuvent pas trop en parler à la personne aidée de toutes leurs peurs et de tout ce stress qu'engendrait. Et en fait, là, d'avoir un outil où ils n'ont pas à réfléchir, ils ont juste à suivre les séances, à suivre l'accompagnement pas à pas, bah, ça leur fait du bien parce qu'ils sentent qu'ils agissent, qu'ils ne doivent pas juste attendre que la maladie fasse son œuvre et que ben, leurs proches disparaissent petit à petit. Ils sentent que voilà, ils agissent, ils ont quelque chose entre les mains et surtout, comme ils ont accès à des vidéos où ils me voient échanger avec eux, où je leur envoie régulièrement des mails, je leur envoie ben, par la poste ces cahiers-là de la méthode Malo avec un petit courrier que je leur glisse en plus ou un petit jeu que je glisse, un petit conseil. Ben, ils se sentent beaucoup moins seuls finalement et souvent ils me disent mais Amélie, on attend vos mails avec impatience parce que, ben, des fois même souvent ils me tutoient, parce que vous faites partie de la famille maintenant, vous êtes un peu comme une cousine éloignée ou Ouais, ils c'est ont fou, ce hein, c'est super. sentiment-là, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui est là pour les accompagner dans ce moment très difficile de leur vie. Ok, super. Et est-ce qu'il y a des exemples, alors, parce que du coup, l'aspect relationnel, il prend beaucoup de place, mais sur la stimulation cognitive, est-ce qu'il y a après tout, on s'en fout un peu, mais c'est pas forcément le but à la fin, mais, euh, mais au niveau stimulation de personnes qui ont le sentiment, ou des dents qui ont le sentiment que du coup, ben, cette stimulation, elle porte ses fruits sur l'aspect peut-être relationnel, discussion, peut-être avec moins de repli sur soi, un peu plus de Oui, comment on a des gens d'apathie, je sais pas. qui nous écrivent surtout sur le fait que leur proche reprend confiance en lui. C'est vrai que souvent, quand la personne, surtout en début de maladie, quand elle sait qu'elle est malade, des fois, elle va perdre énormément en autonomie, pas parce qu'elle a perdu ses capacités cognitives, parce qu'elle a qu'en début de maladie, mais parce qu'elle a peur d'un coup, par exemple, elle a peur d'oublier d'éteindre le feu quand elle cuisine, et donc Ouais, du du coup, coup, elle elle fait va plus plus rien. cuisiner du tout. Et là, le fait d'utiliser la méthode Malo, elle voit aussi ce qu'elle est encore capable de faire, et donc du coup, elle va plus avoir le courage de cuisiner, en fait, et de se dire, bon, ben voilà, j'en suis encore capable. Donc du coup, il y a parfois un retour de l'autonomie Ah, qui je revient comprends. avec la revalorisation. Après, c'est aussi des fois l'aidant qui a plus confiance en son proche en voyant ce qu'il est capable Ouais. de faire. Et donc, du coup, j'ai eu des retours comme ah bah je laissais plus mon mari avec nos petits-enfants, j'osais pas les laisser 2 minutes tout seul dans la pièce. Bon, bah, je me rends compte qu'en fait, il est encore capable, que tout se passe bien. Bien sûr, je le laisserai pas tout seul dans la maison et je pars faire les courses pendant une demi-journée. Elle dit, mais je peux tout à fait aller faire mon repas dans la cuisine et les laisser à Ouais. trois. Ça, c'est super, parce que même sur la question de l'infantilisation qu'il y a parfois, de dire bah, tu fais plus rien, je vais faire à ta place, et que du coup, qu'il y a un peu un cercle vicieux pour l'autonomie, là, ça permet de valider, et se rassurer et valider que ben non, en fait, la personne, elle peut encore, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Après, sur le côté cognitif, vraiment, bah, c'est difficile à savoir parce que malgré tout, les aidants ben, sont des aidants, ne sont pas des professionnels de santé qui font un bilan Oui, validé avant et un bilan c'est validé ça, ouais. après. Et même dans ces cas-là, enfin, ce sont des maladies évolutives, donc
voilà, il y a forcément Hmm. une dégradation qui se fait au fil du temps. Après, j'ai des personnes qui restent abonnées pendant plusieurs années, là, pendant 3 ans. Et voilà, et elles restent abonnées, elles trouvent que leurs proches, ça leur fait du bien, qu'il est souriant surtout. Et finalement, c'est ça le principal. Ouais, bien sûr. Je me pose une question, parce que du coup, du point de vue de l'établissement, que ce soit l'accueil de jour, voire même l'EHPAD, je me dis, en fait, moi, j'aimerais bien proposer ça aux équipes. Bon, là, je suis pas d'établissement, je suis pas un établissement, mais de dire, en fait, j'aimerais bien que l'équipe ait, parce qu'il y a souvent cette difficulté de proposer des activités, des choses pour l'aide-soignante, c'est pas forcément son job non plus, elle sait pas trop quoi, elle a pas le temps d'aller préparer, de réfléchir à ce qu'elle va faire. Donner quelque chose de clé en main, simple, sur lequel on va pas se retrouver à la fois l'aidant, l'aidé, donc le soignant, le résident, euh, en difficulté pour, voilà, ça semble très fluide. Est-ce que c'est une option? Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est possible? Oui, bah, je parle surtout d'aidants familiales parce que c'est pour ça que j'ai conçu la méthode Malo à la base. Mais on a Ouais, beaucoup d'aidants professionnels qui utilisent la méthode Malo aussi. On a même des ergothérapeutes en libéral c'est bon. qui utilisent la méthode Malo parce que bah, ça leur fait gagner un temps fou dans la préparation des séances. Bah Elles ouais, utilisent bien sûr pas le guide de l'aidant et les vidéos tutoriels, mais elles utilisent les activités telles quelles pour gagner du temps sur leurs séances. Après, on a aussi des dents professionnels non formés à la stimulation cognitive qui utilisent aussi la méthode Malo. Donc, on a mmh, des dames de compagnie, entre guillemets, ouais, voilà, qui utilisent la méthode Malo pour aller faire des séances auprès de leurs bénéficiaires. On a aussi des services d'aide à domicile qui se sont équipés de la méthode Malo pour que leurs auxiliaires de vie puissent, en plus de leur service du quotidien, puissent proposer de la stimulation cognitive à leurs bénéficiaires. Et ça ah, se fait c'est de plus en cohérent. plus. De plus en plus Ok, de services d'aide à domicile proposent ça en plus de leurs prestations habituelles. je suis pas surpris. Ok, alors bah, pour conclure, comment on fait pour en savoir plus et pour pouvoir bénéficier de tout ça, si on veut profiter de cette méthode, comment on fait? Alors, on peut la trouver sur Internet en tapant méthodemalo.com. Donc, on arrive directement sur la page de présentation de la méthode Malo. Et après, il est possible de me joindre par téléphone au 06 47 01 26 33. Et je le mettrai dans les notes. Est-ce que le numéro il est en ligne sur le site internet? Oui, sur le site, on trouve tous les Dans moyens de me contact? contacter. On trouve mon mail, on trouve numéro de téléphone. C'est assez facile. De toute façon, sur Google, on tape méthode Malo et on tombe sur nous. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres méthodes à venir? C'est quoi l'avenir de la méthode Malo? Oui, il y a On va plein de avoir des projets. scoops, ça. Il y a plein de projets. J'essaie de mettre en place des projets par rapport aux aidants pour faciliter le bien-être de l'aidant, pour qu'il y ait moins de Ouais, culpabilité, moins d'angoisse concernant l'avenir. Donc, il y a un projet de formation, et un projet aussi plutôt de bullet journal pour que l'aidant puisse voilà, évacuer un peu toutes ses émotions, plus sur le côté émotionnel de l'aidant. Et il y a aussi des projets pour s'adapter à un plus grand public aussi, pour adapter la stimulation cognitive à un plus grand public. Là, la difficulté de la méthode Malo, c'est une méthode papier-crayon, donc ouais, format A4. Et pour les personnes qui sont malvoyantes ou non-voyantes, ça peut poser des difficultés. Donc, du coup, l'idée, ce serait de créer un produit adapté aux personnes non-voyantes. Mais c'est un gros ouais. projet. C'est un vrai sujet. Et puis peut-être aussi, alors c'est vrai qu'à domicile, c'est papier-crayon, mais les personnes âgées là, elles ont aussi beaucoup de tablettes, hein. Oui, oui. Bah, ce serait l'idéal hein, de pouvoir créer comme ça un produit sur tablette, une application. C'est plus Mais compliqué. ça dépasse un peu mes compétences là, mes compétences Ouais, informatiques. et Donc puis c'est pareil, c'est un gros projet à établir et trouver des partenaires avec qui. en outil d'échange, je sais pas du coup. Ce côté, en gros, les mots croisés du programme télé, quoi. Ça, c'est un classique et Bah, c'est bien en fait. La notion de papier, quoi. ça Du fonctionne bien journal, avec le truc. cette génération-là.
Après, de plus en plus de personnes jeunes sont touchées par la maladie. Les personnes de 65 ans sont des personnes qui utilisent un smartphone actuellement. Ces Oh, personnes de smartphone. 65 ans ont le smartphone, ont la tablette assez facilement. Et petit à petit, plus on va aller, plus ce sera des gens Ouais. qui ont l'habitude de la technologie. Mais smartphone, je trouve, on perd plus le côté partage. Le smartphone, c'est vraiment un outil individuel. Tandis que la tablette, ça se Oui, alors partage. On peut se la passer. voilà, ce serait plutôt un outil sur une tablette que j'envisagerais si je devais développer de ce côté-là. Après, ça pourrait aussi permettre de développer la relation grands-parents-petits-enfants, pourquoi pas, dans un côté Ouais, aidant plus jeune aussi. on Dans le le fait côté où ensemble. voilà, l'aidant plus jeune fait découvrir son monde à la personne âgée. C'est vrai. Ok, eh ben merci pour toutes ces infos. C'était super intéressant. Puis peut-être à bientôt. Bah oui, merci de m'avoir invité pour cet échange en tout cas. Bonne journée. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.